Salut, je m'appelle Julien, et j'ai vu de mes propres yeux le commandant du Courageux, et tout son état-major ignorer les dessins d'une gamine de 11 ans, alors que notre frégate était en train de sombrer au milieu d'une tempête déchaînée. Il la regardait comme une distraction, un fardeau, une passagère clandestine au pire moment possible. Ils ne se douteront pas une seule seconde que notre survie à tous, celle de 300 marins, dépendait entièrement de ces prétendus gribouillages. Vous est-il déjà arrivé de savoir au plus profond de vous que vous aviez la solution, mais d'être totalement invisible aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir? Avant que je vous raconte comment un simple crayon et une feuille de papier ont pu faire redémarrer une turbine de plusieurs tonnes, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous m'écoutez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous voudrez voir la tête de ces officiers quand le navire a repris vie. La salle des machines était un véritable enfer. Les alarmes hurlaient. Une lumière rouge stroboscopique balayait les visages en sueur des mécaniciens. À chaque vague monstrueuse qui frappait la coque, le navire tout entier gémissait comme une bête blessée, et on avait l'impression que les plaques d'acier allaient se déchirer. Mais le bruit le plus terrifiant, c'était le silence anormal au cœur de la tempête. La turbine principale, notre cœur battant, s'était tue. Plus de propulsion. Nous étions à l'arrêt. Une coquille de noix à la merci de l'Atlantique Nord en furie. L'ingénieur en chef Moreau, le père de la petite, courait partout, ses ordres claquant dans le vacarme, mais son visage trahissait déjà une angoisse qui nous glaçait tout le sang. Le protocole ne fonctionnait pas. La machine était morte, et nous avec. L'équipe de Moreau était pourtant l'élite de la flotte. Des vétérans aux mains calleuses, des jeunes officiers sortis des meilleures écoles, tous s'activaient avec une précision désespérée. Ils suivaient les manuels à la lettre, lançaient des diagnostics sur les consoles qui ne renvoyaient que des erreurs incompréhensibles. L'air était saturé d'une odeur de métal chaud, d'ozone et de cette peur froide et moite qui vous prend à la gorge. Chaque minute qui passait, la tension montait d'un cran. La voix du commandant crépitait dans l'interphone, de plus en plus sèche, exigeant des réponses que personne ne pouvait lui donner. On sentait leur fierté d'ingénieur se fissurer, remplacée par une frustration brute et impuissante. Ils se heurtaient à un mur invisible, et ce mur était en train de nous condamner tous à une mort certaine. Et au milieu de ce chaos organisé, il y avait Léna, 11 ans, silencieuse, presque transparente. Elle était assise sur une caisse à outils, à l'écart, son petit carnet à spirale posé sur les genoux. Elle ne pleurait pas, ne paniquait pas. Ses yeux, d'un calme déconcertant, suivaient le balai frénétique des hommes, puis se fixaient sur un manomètre, une tuyauterie, comme si elle écoutait une conversation que nous n'entendions pas. Pour l'équipage, elle était une anomalie, un point fragile dans notre univers d'acier et de discipline. Les marins la contournaient sans un regard, ou lui lançaient un « Va te mettre à l'abri, petite », sans même la regarder. Son propre père, l'ingénieur en chef Moreau, était si absorbé par le désastre qu'il semblait avoir oublié jusqu'à sa présence. Elle était un fantôme. À un moment, je l'ai vue se lever. Elle s'est approchée timidement d'un jeune lieutenant qui pestait devant un panneau de contrôle. Elle lui a tendu son carnet, ouvert sur une page remplie de lignes sinueuses et de cercles connectés. Le lieutenant a baissé les yeux, un éclair d'agacement sur le visage. Il a jeté un œil au dessin, a eu un sourire condescendant et lui a tapoté la tête. « C'est très mignon, Léna, mais là, on a du travail de grand. » Il l'a repoussé gentiment et s'est retourné vers sa console. J'ai aperçu le dessin une fraction de seconde. Ce n'était pas un gribouillage. C'était complexe, presque organique, comme la carte d'un système sanguin. Une intuition m'a traversé l'esprit. Mais qui étais-je, moi, simple quartier-maître, pour contredire un officier? Léna est retournée s'asseoir, sans un mot, le visage fermé. C'est alors que la vague est arrivée. Pas une vague, un mur d'eau. Le courageux s'est soulevé, a hurlé, puis a basculé sur le côté avec une violence inouïe. J'ai été projeté contre une cloison, le souffle coupé. Des outils ont volé comme des projectiles mortels. Un silence de mort a suivi le fracas, seulement couvert par les gémissements du métal torturé. Quand la lumière de secours a vacillé et s'est stabilisée, l'image était celle de la défaite. Des hommes à terre, groggy, et l'ingénieur en chef Moreau, le dos appuyé contre une console, le visage livide. Il a laissé tomber une clé à molette qui a résonné sur le sol métallique. « C'est fini », a-t-il murmuré, la voix brisée. « Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas.
L'espoir venait de s'éteindre officiellement dans la salle des machines. Le silence qui a suivi ces mots était plus lourd et plus terrifiant que le hurlement de la tempête au dehors. C'était le son de la défaite. Les hommes, qui quelques instants plus tôt s'activaient avec une énergie féroce, se sont immobilisés. J'ai vu des épaules s'affaisser, des visages se tourner vers le sol métallique, évitant le regard des autres. La fierté de l'élite de la flotte s'était évaporée, laissant place à une résignation glaciale. L'ingénieur en chef Moreau, leur leader, leur roc, venait de baisser les bras. C'était comme si l'âme du navire venait de s'éteindre en même temps que son cœur mécanique. Dans ce silence de cathédrale engloutie, on n'entendait plus que le grincement sinistre de la coque et le bruit lointain des vagues qui décidèrent de notre sort. C'est dans ce vide que Léna s'est levée une nouvelle fois. Mais cette fois, il n'y avait plus de timidité dans ses gestes. Elle a traversé la salle des machines, son petit corps se frayant un chemin entre les géants d'acier et les hommes brisés, avec une détermination qui contrastait violemment avec le désespoir ambiant. Elle tenait son carnet non plus comme une offrande, mais comme une évidence. Elle s'est approchée de son père qui était resté figé, le regard perdu dans le vide, l'incarnation même de l'échec. Personne n'a bougé. Tous les regards étaient maintenant fixés sur cette scène surréaliste. La petite fille face à l'ingénieur vaincu, au milieu d'un tombeau de métal qui était autrefois notre fierté. Elle a tiré doucement sur la manche de sa combinaison de travail. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Moreau a sursauté, comme tiré d'un cauchemar. Il a baissé les yeux vers elle, mais son regard était vide, opaque. Il ne voyait pas sa fille. Il voyait une distraction, un rappel de son autre échec, celui de l'avoir mise en danger. « Léna, pas maintenant. S'il te plaît, va. »« T'asseoir » a-t-il dit d'une voix rauque, une voix d'homme à bout. Elle a insisté, lui tendant à nouveau le dessin. C'est là que quelque chose s'est brisé en lui. Il a repoussé sa main, pas violemment, mais avec une fermeté définitive qui était pire que de la colère. C'était le geste de l'abandon. « Ça suffit » a-t-il lâché, plus fort cette fois, sa voix résonnant dans le silence. « Ceci n'est pas un jeu. Ce sont de vrais problèmes, des problèmes d'adultes. Tes dessins ne vont pas nous sauver. » Chaque mot était une claque. J'ai vu le visage de Léna se fermer. Pas de larmes, non. Juste une sorte de voile qui est tombé sur ses yeux, éteignant la lueur de certitude qui l'animait. Elle a reculé d'un pas, serrant son carnet contre sa poitrine comme un bouclier. Autour, les quelques marins qui regardaient encore ont détourné les yeux, gênés. L'humiliation était totale, publique, et infligée par la personne qui aurait dû être son premier allié. Elle était de nouveau seule, et cette fois, la porte semblait définitivement fermée. C'est à ce moment précis que l'interphone a craché avec une violence sèche. La voix du commandant, dénuée de toute chaleur, a rempli la salle. « Moreau, rapport immédiat. L'angle de gîte a dépassé les limites de sécurité. J'ai besoin d'une réponse claire. Est-ce qu'on récupère la propulsion, oui ou non? Je dois prendre la décision d'évacuer le navire dans les 5 prochaines minutes. Terminé. » L'ultimatum est tombé comme une guillotine. 5 minutes. 5 minutes avant que l'ordre soit donné d'abandonner le courageux à l'océan, de monter dans les radeaux de survie au milieu d'une tempête qui ne nous laisserait aucune chance. La panique latente s'est transformée en une peur pure et palpable. Je regardais la scène, une boule de honte et de frustration nouée dans ma gorge. J'avais vu le dessin du lieutenant, j'avais vu la conviction dans les yeux de cette gamine. Une partie de moi hurlait de dire quelque chose, de crier « Et si elle avait raison? Qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Mais qui étais-je? Un simple quartier-maître. Ma parole n'avait aucun poids face à celle d'un ingénieur en chef et de tout son état-major. La hiérarchie, la discipline, cette structure rigide qui nous maintenait en ordre en temps normal, était en train de nous tuer. J'ai serré les poings, me sentant aussi impuissant que les autres, complice par mon silence de cette injustice flagrante qui pouvait nous coûter la vie à tous. Alors que Moreau ouvrait la bouche pour répondre au commandant, probablement pour annoncer la fin. Une secousse encore plus violente que les précédentes a fait trembler le navire de la quille à la mâture. Une nouvelle alarme, un son strident et hystérique que je n'avais jamais entendu, s'est déclenché. Une lumière orange s'est mise à clignoter sur un panneau secondaire indiquant une défaillance structurelle critique. Le temps était écoulé. La mer commençait à dévorer le navire. Dans le chaos grandissant, le regard de Moreau a croisé celui de sa fille. Elle était toujours là, immobile, son carnet à la main. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de la peine,
mais un calme étrange, presque un reproche silencieux. Ce fut un instant suspendu dans le temps. Le hurlement de la nouvelle alarme, plus aigu, plus désespéré, a semblé geler tout le monde sur place. Les lumières oranges clignotaient maintenant en tandem avec les rouges, peignant la salle des machines d'une lueur apocalyptique. Le temps était une notion abstraite. Les 5 minutes du commandant semblaient déjà un luxe que nous n'avions plus, et au milieu de cette cacophonie de fin du monde, le silence entre le père et la fille était assourdissant. Moreau ne regardait plus ses consoles, ni ses hommes. Il ne regardait que Léna, et pour la première fois il semblait la voir vraiment. Non pas comme sa fille, non pas comme une passagère, mais comme la seule chose immobile dans un monde qui s'effondrait. Le visage de Moreau était un masque de défaite absolue. J'ai vu l'ingénieur en chef, l'homme qui connaissait chaque boulon de ce navire, l'officier respecté par tous se briser sous nos yeux. Sa science, son expérience, ses années de service, tout cela ne valait plus rien face au silence du moteur et au gémissement de la coque. L'ultimatum du commandant, la nouvelle alarme, c'étaient les derniers clous sur le cercueil de sa fierté professionnelle. Il a passé une main tremblante sur son visage couvert de suie et de sueur, un geste d'épuisement total. Il n'allait pas répondre à l'interphone. Il n'y avait plus rien à dire. Il allait laisser le protocole suivre son cours, nous condamnant tous à l'inévitable abandon du navire. C'est là que Léna a bougé. Sans un mot, elle a fait les quelques pas qui la séparaient encore de son père. Le chaos ambiant semblait se courber autour d'elle, comme si elle évoluait dans sa propre bulle de calme. Elle n'a pas tiré sur sa manche cette fois. Elle a simplement levé la main et a glissé son carnet ouvert avec le dessin bien en évidence entre les doigts de son père. Ce n'était pas une supplique, c'était un fait, une affirmation silencieuse au milieu du vacarme. Son geste était si délibéré, si plein d'une certitude tranquille, qu'il a coupé court à la panique qui commençait à nous submerger. Plusieurs marins, moi y compris, avons retenu notre souffle, nos yeux rivés sur cette main d'enfant posée sur la main de l'ingénieur vaincu. La première réaction de Moreau fut un rejet instinctif. Un soupir las, le mouvement à peine perceptible de sa main pour écarter le carnet, comme on chasse une mouche importune. Son esprit était déjà ailleurs, probablement en train de visualiser les procédures d'évacuation, le froid glacial des radeaux de survie, l'échec qu'il devrait rapporter à l'amirauté s'il survivait. Pour lui, ce dessin n'était qu'une distraction de plus, un dernier rappel cruel de son impuissance. Il allait la repousser, lui dire une dernière fois de le laisser tranquille. J'ai senti une vague de colère monter en moi, pas contre lui, mais contre cette situation absurde où la fierté et les procédures nous rendaient aveugles à la seule chose qui était différente. Mais il s'est arrêté. Sa main est restée figée à mi-chemin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Peut-être était-ce le désespoir total qui ouvre parfois des portes inattendues. Peut-être était-ce la nouvelle alarme qui hurlait que toutes les règles connues étaient désormais obsolètes. Ou, peut-être, et je le crois sincèrement, était-ce le regard de sa fille. Il a levé les yeux de la main de Léna vers son visage. Elle le fixait avec une intensité qui n'avait rien d'enfantin. Il n'y avait ni peur, ni supplique, juste une conviction pure, inébranlable. La conviction de quelqu'un qui connaît la réponse et qui attend simplement qu'on l'écoute. Face à ce regard, le grand ingénieur naval a vacillé. Alors, pour la première fois, il a vraiment regardé le dessin. Il a baissé les yeux sur la page froissée et son expression a changé. La lassitude a laissé place à une concentration intense. Ses sourcils se sont froncés, non plus de frustration mais de curiosité. Il a suivi les lignes sinueuses avec son doigt, puis a tapoté une série de cercles connectés dans un coin de la page. Pour nous, ce n'était qu'un gribouillage. Mais pour lui, c'était soudain un langage qu'il commençait à déchiffrer. Il a penché la tête, comme s'il regardait la machine à travers les yeux de sa fille. Il ne voyait plus des tuyaux et des vannes, mais des artères et des veines. Il voyait un flux, un organisme vivant qui suffoquait. Le silence de Moreau était devenu différent. Ce n'était plus le silence de la défaite, mais celui de la réflexion. Il a tourné la page, a regardé un autre schéma puis est revenu au premier. Il a murmuré quelque chose d'inaudible, pour lui-même. Puis, il a relevé la tête, a ignoré les alarmes, a ignoré l'interphone qui crépitait toujours et a regardé sa fille. « Ici », a-t-il dit, sa voix rauque mais claire, en pointant un endroit précis du dessin. Ce point d'étranglement, c'est la vanne de refroidissement auxiliaire, la V72. Pourquoi celle-là?
La question n'était pas un test, c'était une véritable demande d'information. À cet instant, l'ingénieur en chef Moreau n'était plus un père condescendant. Il était devenu l'élève, et la salle des machines tout entière était devenue leur salle de classe. Léna n'a pas répondu avec des termes techniques. Elle a simplement tapoté une nouvelle fois le poing sur son dessin avec son petit doigt. « Ça ne respire pas bien ici », a-t-elle dit, sa voix si claire et si simple au milieu du vacarme des alarmes. « C'est tout petit, mais c'est comme quand on a le nez bouché. On ne peut plus rien faire et tout le corps se sent mal. » Cette analogie si enfantine et pourtant si lumineuse a frappé tout le monde de stupeur. Un nez bouché. Elle avait résumé une défaillance catastrophique d'une turbine de plusieurs tonnes à un simple nez bouché. Moreau la fixait, ses yeux passant du dessin à sa fille, puis vers la direction vague de la tuyauterie en question. Pour la première fois, il n'entendait pas une enfant. Il entendait une logique qu'il n'avait jamais envisagée. Le visage de l'ingénieur en chef était un champ de bataille. On pouvait littéralement voir la guerre qui se livrait en lui, des décennies de formation, de protocoles rigides et de certitudes scientifiques luttaient contre l'intuition pure et déconcertante de sa propre fille. Autour de lui, son équipe était figée dans l'incrédulité. J'entendais des chuchotements étouffés, des murmures de scepticisme. « La V72, c'est une blague ?» disait un mécanicien près de moi. « C'est une vanne de refroidissement secondaire. Elle ne peut pas paralyser tout le système. » Il regardait Moreau comme s'il avait perdu la raison, comme si le stress l'avait finalement fait basculer. Et au milieu de tout ça, Léna attendait, calme, son regard fixé sur son père, lui offrant silencieusement la clé qu'il refusait de voir. Soudain, l'interphone a craché à nouveau, la voix du commandant encore plus tendue, presque à la limite de la rupture. « Moreau, c'est votre dernière chance, j'enclenche la procédure d'évacuation dans 30 secondes. » Ce fut l'étincelle. Moreau a fermé les yeux une seconde, a pris une inspiration profonde, puis les a rouverts avec une lueur nouvelle, une lueur de pure desperation. Il a ignoré l'interphone. Il a balayé son équipe. Du regard et sa voix a tonné, couvrant le bruit des alarmes. « Je veux 2 hommes sur la vanne V72, maintenant. Pas de discussion, pas de questions. Dégagez-moi cette admission. Exécution. » L'ordre était si brutal, si contraire à toute logique, que personne n'a bougé pendant une seconde, le choc les clouant sur place. Le lieutenant qui avait repoussé Léna plus tôt s'est avancé d'un pas. « Mon commandant, avec tout mon respect, c'est une perte de temps précieux. Nos diagnostics n'indiquent aucune anomalie dans ce circuit. C'est une impasse. Nous devrions suivre la procédure d'évacuation. » Ces mots, bien que respectueux dans la forme, étaient un défi direct à l'autorité de Moreau. C'était la voix de la raison, du protocole, de tout ce qu'on leur avait appris. Il représentait tous les hommes de cette salle des machines, tous ceux qui croyaient aux manuels et aux machines, et non au gribouillage d'une enfant. Le regard qu'il a lancé à Léna était un mélange de pitié et d'exaspération. Pour lui, elle était la cause de cette folie de dernière minute. Moreau s'est tourné vers lui, le visage dur comme la pierre. « Les procédures, les diagnostics, regardez où ils nous ont menés, lieutenant !» a-t-il hurlé, son bras désignant d'un geste large la salle des machines mourantes. « Au bord du gouffre, nous sommes une coquille de noix attendant de couler, et nos manuels ne nous servent plus qu'à caler les portes. Cet enfant, a-t-il dit en posant une main protectrice sur l'épaule de Léna, a peut-être écouté quelque chose que nos instruments sont trop stupides pour entendre. Alors maintenant, vous allez obéir à mon ordre, ou je vous jure que je vous enverrai nettoyer cette vanne moi-même avec une brosse à dents. C'est clair ?» La menace était si violente, si personnelle, qu'elle a brisé toute résistance. Le lieutenant a pâli, a reculé d'un pas et a fait un signe de tête sec à 2 jeunes matelots. Ceux-ci, visiblement terrifiés mais obéissants, se sont précipités vers la zone indiquée. La vanne V72 était dans un recoin sombre et inaccessible de la salle des machines, un endroit qu'on ne visitait que pour la maintenance annuelle. C'était une pièce d'équipement anodine, couverte de poussière et oubliée de tous. L'un des matelots tenait une lampe torche tandis que l'autre, armé d'une énorme clé à griffes, tentait de trouver une prise sur le volant rouillé. Chaque grincement métallique de la clé qui tentait de forcer la vanne résonnait dans la salle comme un compte à rebours. Tous les regards étaient fixés sur cette scène dans un silence de mort. Après ce qui a semblé une éternité de grincements et d'efforts, le matelot a réussi à faire tourner le volant. Un tour, puis 2. Un bruit de succion étrange s'est fait entendre. Un gloup étouffé, puis plus rien. Le matelot s'est relevé, le visage en sueur,
et à regarder son supérieur. « C'est fait, mon commandant. La vanne est ouverte au maximum. » Un silence pesant est tombé sur la salle des machines. Un silence absolu, uniquement troublé par le hurlement du vent à l'extérieur et le clignotement incessant des alarmes. Rien, absolument rien n'avait changé. Le moteur restait mort. J'ai vu le désespoir revenir sur le visage de Moreau, et le lieutenant a eu un minuscule sourire de triomphe amer. L'espoir qui avait brillé si intensément une minute plus tôt venait de s'éteindre. C'était fini. Le visage du lieutenant se fendit d'un rictus amer, un mélange de soulagement morbide et de justification. « Je vous l'avais dit, mon commandant. » Ces mots étaient un murmure, mais ils ont claqué dans la salle comme un coup de fouet. L'échec était maintenant officiel, scellé par cette tentative absurde. Le père de Léna, Moreau, semblait avoir vieilli de 10 ans en une seconde. Ses épaules s'affaissèrent complètement, le poids de 300 vies sur sa conscience. Il a jeté un regard vide au dessin de sa fille, puis l'a laissé tomber de sa main. La feuille de papier a volé en spirale jusqu'au sol métallique, piétiné par l'indifférence. La dernière lueur d'espoir venait d'être foulée aux pieds, et avec elle, la dignité de cet enfant qui avait osé y croire. Mais Léna, elle, n'avait pas l'air vaincue. Elle a ramassé son dessin, lissant les plis avec une application méticuleuse. Elle s'est approchée de nouveau de son père, qui lui tournait le dos, déjà en train de se diriger vers l'interphone pour annoncer la fin. Elle a tiré sur sa combinaison, plus fermement cette fois. Quand il s'est retourné, l'agacement gravé sur son visage, elle a pointé non pas le circuit, mais un petit point à l'extérieur du schéma principal de la turbine. « Il ne faut pas juste ouvrir la porte », a-t-elle dit, sa voix étonnamment stable. « Il faut aussi enlever ce qui est coincé derrière, il suffoque, il faut le faire tousser. Un nez bouché, une porte, une toux. » Son langage était celui de la vie, pas celui des machines. Cette phrase, « le faire tousser », a provoqué un déclic dans l'esprit de Moreau. C'était une image folle, mais elle a illuminé une zone d'ombre dans son cerveau d'ingénieur. Une obstruction, pas une panne. Une obstruction externe, la prise d'eau de mer, avec la tempête, des débris, des algues, n'importe quoi aurait pu être aspiré et créer un bouchon, un simple bouchon physique qui affamait le circuit de refroidissement, créant cette chute de pression en cascade que leur capteur ne pouvait pas interpréter. C'était une hypothèse tellement simple, tellement basse technologie, que personne n'y avait pensé. Il s'est retourné brusquement, ses yeux brillants d'une nouvelle lueur, celle du va-tout. « Lieutenant, inversez le flux de la pompe de secours numéro 3. Envoyez une surpression dans le circuit V72. Maintenant !» Le lieutenant le regarda comme s'il était devenu fou. « Mon commandant, c'est une manœuvre non réglementaire. On risque de faire éclater une conduite. C'est de la folie pure. » Mais Moreau n'écoutait plus. Il s'est approché d'eux. Lui, le visage à quelques centimètres du sien, ses yeux injectés de sang. « Notre navire est en train de couler, lieutenant. La folie, c'est de suivre les règles jusqu'à la mort. Exécutez cet ordre ou je vous relève de vos fonctions sur le champ. » La violence de sa détermination était telle que le lieutenant a blêmi et a reculé, abasourdi. Il a fait un geste saccadé vers le panneau de contrôle des pompes, ses mains tremblant alors qu'il engageait la séquence interdite. La salle entière a retenu son souffle, attendant soit le miracle, soit l'explosion. Un gémissement sourd a parcouru les tuyauteries, le son d'une pression inversée, forcée à contre-courant. La pompe de secours hurlait en signe de protestation. Pendant 5 longues secondes, il ne s'est rien passé. Le rictus du lieutenant commençait à revenir, et puis on a entendu un bruit sourd et profond, venu des entrailles du navire, un blâme étouffé, comme si on avait donné un grand coup de poing dans la coque. Un frisson a parcouru le plancher métallique, et juste après, un son presque imperceptible a commencé. Un très léger bourdonnement, un son que nous n'avions pas entendu depuis une éternité. Le son timide d'une turbine qui commençait à peine à respirer. Personne n'osait bouger, n'osait même respirer, de peur de briser ce fragile espoir. Le bourdonnement a enflé. Il est devenu un vrombissement, puis un grondement profond et puissant qui a fait vibrer chaque plaque d'acier de la salle des machines. Les lumières rouges clignotantes se sont éteintes les unes après les autres, remplacées par le vert rassurant des indicateurs de fonctionnement. Une secousse a parcouru le navire, mais cette fois, ce n'était pas une vague. C'était la propulsion. Le courageux se battait à nouveau contre l'océan. Le rugissement assourdissant de la turbine était la plus belle musique que j'ai jamais entendue.
C'était le son de la vie qui revenait, brutal et magnifique. Le chaos des alarmes avait été remplacé par l'ordre puissant d'une machine ressuscitée. Nous étions sauvés. Le vacarme du moteur remplissait maintenant tout l'espace, mais dans ce bruit, il y avait un silence absolu. Le silence stupéfait de 30 hommes qui venaient d'assister à l'impossible. Le lieutenant était figé, la bouche ouverte, son arrogance balayée par une incrédulité totale. Les vieux mécaniciens cyniques regardaient la turbine, puis la petite fille, leurs yeux écarquillés par un respect presque religieux. Moreau, lui, ne regardait pas ses instruments. Il s'était agenouillé et il serrait sa fille dans ses bras, son visage enfoui dans ses cheveux, ses épaules secouées de sanglots silencieux. C'est alors que l'interphone a craché. La voix du commandant, tremblante et à peine audible par-dessus le rugissement. « Moreau, confirmez, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et tous les regards, absolument tous, se sont tournés vers l'enfant au milieu de la salle. Moreau a pris l'interphone, sa main tremblant légèrement. Il n'a pas quitté sa fille des yeux, la tenant toujours contre lui comme le trésor le plus précieux au monde. Sa voix, quand il a parlé, était rauque mais ferme, et a résonné à travers toute la salle des machines, et sans doute sur la passerelle. « Commandant, la propulsion est rétablie. La solution, elle ne venait pas de nos manuels. Elle ne venait pas de nos instruments. Il y a eu une pause, un silence chargé d'une tension nouvelle. Elle venait de ma fille, Léna. C'est elle qui a trouvé. Il n'y a pas eu de réponse immédiate du commandant, juste le crépitement de la radio, un son qui semblait porter le poids d'une incrédulité totale. Dans la salle, plus personne ne regardait les consoles. Tous les yeux étaient fixés sur cette petite fille au milieu des géants de métal. Le changement dans l'attitude de l'équipage a été instantané et brutal. Le lieutenant, celui qui l'avait repoussé avec condescendance, était livide. Il se tenait rigide, le regard fixé sur un point vide de la cloison, son visage une étude de l'humiliation et du choc. Il n'osait plus croiser le regard de personne, et surtout pas celui de Léna. Les vieux mécaniciens, ceux qui avaient ricané en voyant ses dessins, se tenaient maintenant la tête basse, un respect craintif gravé sur leurs traits burinés. Plus personne ne la bousculait, plus personne ne l'ignorait. Au contraire, quand elle a bougé pour se dégager doucement de l'étreinte de son père, un chemin s'est ouvert naturellement devant elle, comme si la mer rouge s'écartait. Les mots n'étaient pas nécessaires. Leur silence, leur gêne, leur admiration soudaine parlaient pour eux. Son père, l'ingénieur en chef Moreau, s'est relevé. Il a marché jusqu'à l'endroit où le dessin était tombé et l'a ramassé avec une délicatesse infinie, comme s'il s'agissait d'un document historique. Il a lissé les plis du papier avec le dos de sa main, son regard absorbé par les lignes et les cercles qui, quelques minutes plus tôt, n'étaient pour lui que des gribouillages. Puis il a pris les autres pages du carnet de Léna. Il ne les a pas rangées. Il les a disposées sur le pupitre de contrôle principal, à la vue de tous, à côté des schémas techniques officiels. À partir de ce jour, ce coin de la salle des machines est devenu le sien. Personne n'osait y toucher. Les dessins de Léna n'étaient plus une distraction. C'étaient les nouvelles cartes de navigation du cœur du navire. Quelques jours plus tard, une fois la tempête passée et le courageux, naviguant sur une mer d'huile, une cérémonie a été organisée sur la passerelle. C'était sobre, sans faste, mais l'émotion était palpable. Tout l'état-major était présent. Le commandant, un homme normalement austère et peu enclin au discours, s'est avancé. « Nous avons tous failli », a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans le silence. « Notre expérience et nos protocoles nous ont rendus aveugles. Nous cherchions une panne complexe alors que la réponse était simple, et sous nos yeux. » Il s'est tourné vers Léna qui se tenait à côté de son père. « Vous, mademoiselle, vous n'avez pas regardé nos instruments. Vous avez écouté le navire. » Puis, il a fait quelque chose d'inouï. Il a détaché l'insigne de commandement de sa propre veste et l'a épinglé sur le petit gilet de Léna. Un geste qui valait plus que toutes les médailles. La relation entre Moreau et sa fille a été transformée à jamais. Le soir même, dans leur cabine, je les ai aperçus par le hublot ouvert. Ils ne la traitaient plus comme une enfant à protéger, mais comme une égale, un esprit qu'il cherchait à comprendre. Il avait étalé un de ses dessins sur la petite table, et il lui posait des questions. Pas des questions de père à fille, mais des questions d'ingénieur à ingénieur. Ce flux, ici, comment tu le sens? Qu'est-ce que ça te dit? Il l'écoutait avec une attention intense, hochait la tête, essayant de voir le monde à travers ses yeux, de comprendre ce langage unique qu'elle seule parlait. L'amour paternel était toujours là, bien sûr,
mais il était désormais teinté d'une admiration et d'un respect profond qui avaient changé leur dynamique pour toujours. L'histoire de l'ange du courageux, comme on l'a surnommé, est devenue une légende à bord. Les nouveaux marins l'entendaient dès leur première semaine, non pas comme un conte de fées, mais comme une leçon d'humilité. La vanne V72 a été officieusement rebaptisée la vanne Lena, et chaque fois qu'un mécanicien passait devant, il avait une pensée « Pour cette gamine qui nous avait tous sauvés ». Ce jour-là, nous avons appris une vérité fondamentale. Nous avons appris que la plus grande arrogance est de croire que nos manuels contiennent toutes les réponses, et que parfois, pour survivre aux pires tempêtes, il ne faut pas suivre une carte existante, mais avoir le courage de faire confiance à quelqu'un qui ose en dessiner une nouvelle. Cette histoire n'a jamais été consignée dans un rapport officiel. Sur le papier, la défaillance a été attribuée à une anomalie de pression non documentée due aux conditions météorologiques extrêmes. Mais à bord, la vérité s'est transmise de bouche à oreille, de quart en quart, devenant une partie de l'âme du courageux. La salle des machines n'était plus tout à fait la même. Il y avait moins de certitudes arrogantes, moins de confiance aveugle dans les procédures. Une nouvelle règle non écrite était née. Avant de consulter les manuels, on apprenait à écouter. On apprenait à chercher le nez. Boucher avant de décréter la mort du patient. Cette humilité forcée, née au cœur de la tempête, a rendu l'équipage plus fort, plus soudé et infiniment plus sage que n'importe quelle autre unité de la flotte. Quant à moi, je n'ai plus jamais regardé un ordre de la même manière. J'ai vu de mes propres yeux comment la hiérarchie et l'orgueil pouvaient nous mener droit à notre perte. Ce jour-là, ma honte de n'avoir rien dit, de n'avoir pas eu le courage de défendre cette gamine, m'a marqué au fer rouge. J'ai compris que le vrai courage, ce n'est pas d'obéir sans réfléchir, mais de savoir quand la voix d'un enfant pèse plus lourd que les galons d'un commandant. Depuis, j'essaie d'écouter cette petite voix, celle qui chuchote que quelque chose ne tourne pas rond, même si tout le monde prétend le contraire. Je la dois à Lena. Elle m'a appris que parfois, la plus grande des responsabilités, c'est de faire confiance à l'intuition, surtout quand elle est la seule à oser parler au milieu du silence. Je n'oublierai jamais cette image, quelques semaines plus tard. Moreau était penché sur un plan complexe, expliquant un nouveau système de filtration à sa fille. Lena écoutait attentivement, puis elle a posé son doigt sur un point et a simplement dit « Ici, ça va faire du bruit. » Un bruit triste. Moreau ne l'a pas contredite. Il a pris un crayon et a noté à côté du schéma officiel « Vérifier vibration, Lena ». Son carnet à spirale était désormais posé en permanence sur la console principale, à côté des écrans de diagnostic. Il était devenu un outil de navigation au même titre que les sonars et les radars. Un rappel constant que la logique la plus pure peut parfois être aveugle et que la vérité se cache souvent dans les choses que l'on ne peut pas mesurer, mais seulement ressentir. Ce jour-là, l'équipage du Courageux apprit que les plus grandes tempêtes ne sont pas toujours en mer, mais à l'intérieur de nous, des tempêtes d'orgueil, de peur et d'aveuglement. Nous avons appris que la clé pour les surmonter ne se trouve pas dans un manuel, mais dans une perspective assez courageuse pour tracer sa propre carte. La science et l'expérience sont des outils puissants, mais ils ne sont rien sans l'humilité de reconnaître leurs limites. Parfois, la solution ne vient pas d'une analyse complexe, mais d'une vision simple, pure, capable de voir la forêt quand tout le monde est obsédé par les arbres. Lena ne nous a pas seulement sauvé la vie, elle a sauvé notre humanité en nous forçant à regarder au-delà de nos propres certitudes. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu l'impression que sa voix ne comptait pas, que ses idées étaient trop différentes pour être entendues, partagez-lui cette histoire. C'est un rappel que le monde a désespérément besoin de ces perspectives uniques, de ceux qui osent voir les choses autrement. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur la force de trouver son propre chemin, même quand personne d'autre ne croit en vous. Merci de m'avoir écouté.